C'est parti. Bonjour et bienvenue à tous. Frédéric Ledan de ADOC, l'agence ADOC Attractivité Développement Occitanie. Aujourd'hui, je suis avec Baptiste Bochard de JD2M et il va se présenter. C'est lui l'expert. On va parler de la fiscalité des meublés. En plusieurs parties, hein. On parlera de la TVA aussi, peut-être, des taxes immobilières. Enfin, ça va être quelque chose d'assez large sur la fiscalité. Donc, il y a beaucoup d'habitués parmi vous. Alors, comme vous le savez déjà, les micros et caméras sont fermés. Vous pouvez participer via le fil de discussion. Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, ça va être en plusieurs parties. Contrairement à la dernière fois, je vais essayer de couper Baptiste un peu moins souvent pour qu'il ait le temps de faire la présentation jusqu'au bout. Mais on se laissera un grand temps pour les questions-réponses à la fin. Alors, si vous avez des questions quand même sur un sujet que vous ne comprenez pas au moment où il en parle, j'essaierai quand même de lui faire préciser. En tout cas, ne vous restreignez pas sur vos questions, même si c'est des questions qui vous concernent vous individuellement, vous pouvez toujours les poser. Par contre, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions individuelles, par faute de temps bien sûr, mais aussi parce qu'en fait, il nous manquera peut-être à Baptiste des éléments de contexte. Pour apporter une réponse pertinente, il faut qu'il en sache plus souvent sur votre problématique. Donc dans ce cas-là, on vous proposera d'envoyer plutôt un message à JD2M pour avoir un contact individuel et une réponse beaucoup plus précise sur votre problématique. Donc là, on est parti pour 1 heure environ. Donc Baptiste fait ça bénévolement, je le rappelle, hein. Il est très neutre dans sa présentation, mais à la fin, il y aura quelques minutes de présentation de JD2M, donc sa société, qui vous expliquera comment un accompagnement par JD2M est éventuellement possible pour vous. Voilà, ben, on rentre dans le vif du sujet. Baptiste, si tu es prêt, on peut y aller, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Frédéric. Quelle introduction. J'ai plus rien à dire, donc c'est parfait. Enfin, plus rien à dire autre que ce qui nous attend, évidemment, le grand morceau qui nous attend. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, donc je suis très heureux d'être là, de vous retrouver éventuellement si vous aviez déjà assisté à des précédents webinaires qu'on avait organisés avec Frédéric, notamment celui d'il y a 2 semaines. Je vous rassure, c'est pas exactement les mêmes. Il y aura juste un tout petit point qui sera identique, et puis pour le reste, on abordera des nouveaux sujets. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran. Hop, et on va pouvoir lancer la petite présentation. Frédéric, est-ce que tu peux me confirmer que tout Ça marche, tout se va bien. projette bien? Parfait. Parfait. Alors, comme juste avant même de passer au plan, Frédéric vous l'a dit, l'idée c'est vraiment évidemment de vous donner bien un bon panorama de comment fonctionne la fiscalité de la location meublée et également de répondre bien, à toutes vos questions. Donc ne vous censurez pas. Effectivement, dans certains cas, certaines questions, alors on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, même si on aurait pu le faire. Dans d'autres cas, Frédéric l'a très bien dit, les questions que vous poserez en fait nécessiteront d'avoir davantage d'informations sur votre situation. Donc posez-les quand même, mais éventuellement, si on n'est pas en mesure d'y répondre par rapport aux éléments que vous nous fournissez, eh bien, je vous invite vraiment à prendre contact avec nos conseillers, donc à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com. Ça marche par mail. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur notre site et nous appeler ou même utiliser notre onglet de prise de rendez-vous. C'est évidemment totalement gratuit. Ils seront là pour répondre à vos questions, même si ensuite vous ne choisissez pas de nous rejoindre, évidemment. Donc, éventuellement, vous pourrez toujours entrer en contact avec eux pour leur poser toutes les questions auxquelles eh bien, je n'aurais pas eu le temps de répondre ou auxquelles je n'aurais pas pu vous répondre du fait d'un certain manque d'éléments. Je précise aussi qu'on a sur notre site Je déclare mon meublé, donc vous pouvez accéder avec ce QR code, un guide entièrement gratuit sur toute l'activité de location saisonnière qui couvre donc justement un volet on a parlé ensemble il y a 2 semaines, à savoir tout le volet réglementaire, et également tout le volet fiscal. Donc vous pouvez le télécharger, il est bien évidemment, comme je le dis, totalement gratuit et vous aurez aussi dessus peut-être l'occasion d'avoir des réponses à vos questions. Mais bien évidemment, c'est déjà mon rôle d'essayer de faire en sorte que vous ayez le plus de réponses possible par le biais de cette présentation. Présentation qui va s'articuler en 5 points majeurs, le sixième étant le moment des questions-réponses. Les 2 premiers, si vous avez assisté au webinaire d'il y a 2 semaines, ça va vous dire quelque chose parce qu'on avait fini par ça, justement, donc webinaire pour ceux qui n'étaient pas là d'il y a 2 semaines, qui était consacré en fait aux changements apportés par la loi Le Meur, donc qui sont bien davantage des changements réglementaires. Il y avait un petit point de fiscalité, donc j'avais commencé à l'évoquer. Donc ces 2 premiers points sur les changements fiscaux de la location saisonnière, évidemment, eh bien, on les reprend un petit peu par rapport au webinaire d'il y a 2 semaines. Et par contre, ensuite, on prendra le temps vraiment de faire une étude comparative qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois
et également d'aborder deux autres points très importants, à savoir celui du statut fiscal et notamment de son influence sur l'activité de location de courte durée, notamment au niveau du paiement des cotisations sociales ou des prélèvements sociaux. Et bien évidemment, on va prendre le temps de parler des taxes auxquelles on est confronté en location saisonnière, tout ce qui va être taxe d'habitation sur la résidence secondaire, CFE, bien évidemment la TVA. On sait qu'il y a eu un changement de doctrine à ce niveau-là. Donc, je prendrai le temps de vous expliquer tout ça pour que vous sachiez eh bien, dans quel cas vous pourriez ou justement ne pas être concerné. Sans plus attendre, donc, on se lance sur les fameux changements fiscaux. Alors, ces changements, en réalité, ils n'ont pas eu lieu cette année, ils ont eu lieu l'année dernière avec l'entrée en vigueur justement de cette fameuse loi Le Meur qui a apporté des changements à la fiscalité du microbique. Ils étaient en vigueur pour les revenus perçus en 2025, mais donc forcément, comme on est imposé d'une année sur l'autre, eh bien, ça va se ressentir pour la première fois en 2026, là, quand on va déclarer les revenus 2025 d'ici à peu près 2 mois et demi, quand on sera à peu près au milieu du mois de mai. Si vous êtes par hasard au régime microbique, vous avez certainement entendu parler de ces changements fiscaux. Alors, pour rappel, ce régime microbique dont je pense un certain nombre d'entre vous relevé ou avez peut-être relevé, c'est un régime qui est très simple à comprendre, ce qui explique souvent le fait eh bien, qu'on aille un petit peu par instinct du côté de ce régime plutôt que de se poser la question du régime réel, dont on parlera un peu plus tard. Le régime microbique, il a un seul principe, c'est celui de l'abattement forfaitaire. Chaque année, vous déclarez votre montant de recette, l'administration fiscale applique un abattement forfaitaire, elle calcule votre imposition sur ce qui reste, à savoir vos recettes moins l'abattement, et c'est terminé. La seule condition pour en relever, c'est de respecter un plafond de recettes. Autrement dit, vos recettes générales que vous générez pour un mode de location dans l'année ne doivent pas dépasser un certain plafond. Si vous le dépassez, vous n'avez plus le droit de relever du régime microbique et vous devez relever du régime réel. Et c'est justement sur ces deux points-là, parce que ça, ce régime microbique, ces principes de fonctionnement ne sont absolument pas nouveaux, mais c'est ces deux points-là qui ont évolué à cause de la loi Le Meur pour les revenus perçus en 2025. La première évolution, c'est justement que les plafonds du régime microbique, ils ont été revus à la baisse. Pour les meublés de tourisme non classés, ils sont passés à 15 000 euros. Ils étaient de 77 700 euros avant. Et pour les meublés de tourisme classés, les chambres d'hôtes, ils sont à 77 700. Auparavant, ils étaient à 188 700. Là, globalement, fiscalement, ça veut tout simplement dire que si vous dépassez les plafonds, et vous l'aurez compris, c'est bien plus facile de les dépasser aujourd'hui qu'auparavant, que jusqu'en 2024, et bien dans ce cas-là, vous n'aurez plus le droit de relever du régime microbique, vous allez devoir obligatoirement passer au régime réel. Alors en réalité, il y a une petite tolérance, j'en reparlerai dans quelques minutes. Sachez cependant, pour répondre à une question qu'on se pose beaucoup, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai plusieurs biens en location, et notamment si ces biens, je ne les loue pas de la même manière. Par exemple, si je loue un meublé de tourisme non classé et un meublé de tourisme classé, comment je sais en fait si je respecte les plafonds? Alors la règle, elle est très simple. Premièrement, ces plafonds, ce sont des plafonds de recettes, donc on ne déduit pas les charges, hein, c'est vraiment les recettes générées par l'activité, donc c'est du brut, et ils ne sont pas par bien, ils sont pour l'ensemble de l'activité. Ensuite, si vous avez plusieurs biens qui sont loués dans des catégories différentes, par exemple un meublé de tourisme non classé et un meublé de tourisme classé, si vous voulez savoir si vous respectez les plafonds, il faut que chacun de vos biens mis en location respecte son propre plafond et que le total eh bien, soit également inférieur au plafond le plus élevé. Donc typiquement, un meublé de tourisme non classé et un classé, si on veut être microbique, il faut que le non classé génère à lui seul moins de 15 000 euros de recettes annuelles, que le classé soit en dessous des 77 700 euros de recettes annuelles et que le total des recettes des deux soit également en dessous du plafond le plus élevé, donc en dessous de 77 700. Si on dépasse dans une des catégories ou pour le total, dans ce cas-là, le régime microbique devient obligatoire. Autre changement, et là pour le coup, ça risque de se voir de manière assez importante fiscalement à la déclaration de revenus 2025 qui va avoir lieu dans quelques mois si vous étiez au micro et que vous êtes resté au micro, c'est l'augmentation de l'imposition qui est liée à la diminution de l'abattement forfaitaire du régime micro de la location de courte durée. Auparavant, on avait des abattements de 50% ou 71%, selon si on louait des meublés de tourisme non classés ou classés. Et bien maintenant, on est à 30% pour les non classés et 50% pour les classés et les chambres d'hôtes. Donc là, conséquence assez logique, forcément, on a une imposition qui va augmenter. Je vous en donne un exemple tout de suite. À situation équivalente, si on prend un propriétaire qui faisait 15 000 euros de recettes de location de courte durée en louant un meublé de tourisme non classé et qui a un taux marginal d'imposition de 30%, puisque je vous le rappelle, en location meublée, l'imposition elle est calculée sur la base du TMI, auquel on ajoute, généralement si on est à l'AMP, les prélèvements sociaux, parfois les cotisations sociales, c'est promis, on en parlera un peu plus en détail de ce point-là tout à l'heure. Donc vraiment, là, on prend notre propriétaire, 15 000 euros de recettes TMI à 30% qui paye les prélèvements sociaux.
En 2024, donc pour les revenus 2024 qu'il a déclaré l'année dernière, il avait droit à 50% d'abattement, donc un résultat fiscal qui était de la moitié de 15 000, donc 7 500 euros. 30% de 7 500, c'est son TMI, 17,2% de prélèvements sociaux, ça nous faisait une imposition de 3 540 euros. Pour les revenus perçus en 2025 à situation équivalente, qui vont donc être déclarés là d'ici quelques mois, l'abattement n'est plus que de 30%, donc on se retrouve avec un résultat fiscal taxable qui est maintenant de 10 500 euros et un montant de l'impôt qui est de 30% de 10 500 plus 18,6% de 10 500. Je le rappelle, j'en ai déjà parlé il y a 2 semaines, pourquoi est-ce que 17,2 en 2024 et 18,6 de prélèvements sociaux en 2025? C'est à cause de l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale 2026, mais qui, attention, a un effet rétroactif sur les revenus 2025, c'est pour ça qu'elle est prise en compte, et qui a entraîné l'augmentation de la CSG de 1,4 points. Donc la CSG, c'est la contribution sociale généralisée, qui constitue ce qu'on appelle les prélèvements sociaux avec le prélèvement de solidarité et la CRDS. Cette CSG, auparavant, elle était de 9,2%. Elle est passée à 10,6%, donc elle augmente d'1,4 point. Donc fatalement, le montant de prélèvements sociaux qui s'applique à l'imposition des revenus de location meublée passe de 17,2 à 18,6, donc ça fait une petite augmentation supplémentaire, mais qui évidemment, en plus là, s'applique un résultat taxable qui est plus important puisqu'il y a moins d'abattement, et donc ça fait d'un seul coup une imposition qui passe les 5 100 euros. Donc attention à cela. Si par hasard vous n'avez pas encore changé de régime, alors peut-être que vous avez intérêt à n'avoir pas changé de régime, mais généralement ça vaut quand même le coup là de vous poser vraiment la question de savoir si la baisse de l'abattement au régime micro, c'est pas quand même un argument supplémentaire pour essayer du moins d'aller regarder si le régime réel ne serait pas plus intéressant fiscalement. Comme je vous le disais, ce passage au régime réel, vous avez deux possibilités. Enfin, plutôt une possibilité, disons, volontaire et une obligation. Dans quel cas vous allez passer au régime réel pour les revenus 2026, enfin 2025 imposés en 2026, ou ceux que vous êtes en train de percevoir cette année en 2026 et que vous devrez déclarer en 2027. Premier cas, c'est un changement, si on peut dire, forcé, à savoir si vous avez dépassé les plafonds de recettes du microbic sur les 2 dernières années. Donc, par exemple, si c'était dépassé en 2023 et 2024, normalement, les revenus 2025 que vous déclarez, que vous allez déclarer dans 2 mois, il faut qu'ils soient déclarés en vertu du régime réel. Attention, donc ça, pourquoi 2023-24? Parce qu'en principe, il y a une période de tolérance. C'est-à-dire quand on est au microbic, s'il y a un an, on dépasse un petit peu le plafond, enfin même pas un petit peu, mais on dépasse le plafond, l'administration fiscale considère que bon, tant que c'est qu'un dépassement un an de temps en temps, c'est pas très grave. C'est pour ça que l'obligation de changer de régime, elle n'arrive que quand il y a un dépassement pendant 2 années consécutives. Attention parce que cette période de tolérance, elle va pas tarder, on va bientôt y mettre fin. L'administration fiscale va bientôt y mettre fin. Et dans ce cas-là, ça veut dire que dès qu'on dépasse, il faudra déclarer au réel l'année suivante. Il n'y aura plus cette question de 2 années consécutives. Autre possibilité, eh bien, vous choisissez de passer volontairement au régime réel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcé d'abandonner le régime microbique parce que vous ne dépassez pas les plafonds, mais vous souhaitez quand même passer au réel. Notamment, là, c'est surtout dans une logique évidemment d'optimisation fiscale parce qu'avec la chute du taux d'abattement, vous avez une imposition qui est plus importante. Et dans ce cas-là, évidemment, le régime réel peut s'avérer plus pertinent. Dans tous les cas, je vous le rappelle, il faut écrire à votre SIE, votre service d'impôt des entreprises. Il faut envoyer, notamment si c'est volontaire, un courrier de levée d'option. Alors je vous rassure, hein, derrière ce nom un peu particulier, c'est un simple mail ou un simple message que vous envoyez en fait par le biais de votre messagerie professionnelle aux impôts, hein. Il n'y a pas nécessairement de formalisme à outrance. Sur le site de JD2M, vous pouvez retrouver un modèle de courrier de levée d'option, mais c'est voilà, il n'y a pas vraiment de formalisme. Par contre, il faut bien penser à le faire. Normalement, dans les bons délais, c'est-à-dire que normalement, il faut s'y prendre bien à l'avance, quasiment un an à l'avance, c'est-à-dire qu'on demande en fait sa levée d'option pour l'année avant le mois de mai de cette même année. Donc, par exemple, vous voulez changer de régime pour les revenus perçus en 2026. Normalement, il faut alerter votre SIE avant la fin du mois de mai 2026, même si techniquement, vous n'êtes imposé qu'en 2027. On peut se penser que cette année, puisque c'est l'année justement d'entrée en vigueur de la loi Le Meur et qu'il risque d'y avoir pas mal d'incompréhension au niveau des lois, les SIE seront assez tolérants, pourront éventuellement, mais ça ce sera à eux de voir, accorder des levées d'options un peu tardives. Mais quoi qu'il arrive, pensez bien que normalement, il faut le faire dans les délais. Bien évidemment, il ne faut lever l'option de manière volontaire que si le régime réel est vraiment plus avantageux pour vous. Je vous incite donc, que ce soit en utilisant le QR code, je vous redonnerai un lien vers ce simulateur plus tard, où vous pouvez le trouver facilement sur le site de JD2M, mais je vous invite à aller voir un simulateur d'imposition. On en a un sur notre site qui est évidemment à jour de tous les taux d'abattement et autres prévus par la loi Le Meur. Et ce simulateur pourra vous dire, selon votre situation personnelle, s'il vaut mieux que vous restiez au microbic
aussi, il vaut mieux que vous passiez au régime réel parce que, évidemment, le but, c'est quand même de prendre le choix qui s'impose pour vous et pas forcément de choisir un régime juste parce que ça semble sur le papier plus intéressant. Il faut toujours systématiquement, quand on parle de fiscalité, confronter la présentation et la théorie avec évidemment la pratique, à savoir votre situation personnelle. Ce régime réel, donc finalement, qu'est-ce que c'est? Si par hasard vous étiez jusqu'à présent habitué au régime microbique, peut-être que le régime réel, vous ne vous y êtes jamais vraiment intéressé. Il porte très bien son nom, hein, le régime réel, en fait, c'est ce qu'on appelle le régime des frais réels. Donc cette fois-ci, il n'y a plus d'abattement forfaitaire, c'est plus finalement un arrangement que vous passez avec l'administration fiscale, entre guillemets «arrangement» évidemment, en vous disant que, bah, plutôt que de faire une comptabilité détaillée, une déclaration fiscale compliquée, vous vous accordez sur un montant d'abattement et c'est terminé. Là, justement, dans le cadre du régime réel, il n'y a pas d'abattement forfaitaire. C'est à vous de déduire, en fait, tout ce que vous pouvez, toutes les déductions fiscales que vous avez le droit d'opérer pour réduire votre montant imposable. Donc, il y a deux grands types de déductions fiscales. La première, c'est ce qu'on appelle les charges déductibles ou aussi les dépenses déductibles, hein, les deux termes étant équivalents. Ces dépenses déductibles, ça veut tout simplement dire que toutes les dépenses que vous allez faire pour les besoins de votre activité, dans le cadre de votre activité, que ce soit pour son fonctionnement ou autre, vous allez pouvoir ensuite les déduire de votre montant imposable pour réduire ce dernier. C'est très très vaste, la liste des dépenses déductibles. Donc on a par exemple taxes foncières et CFE. Normalement, ces taxes-là, je pense que vous les connaissez. Factures d'entretien et de réparation, on sait qu'il peut y en avoir un certain nombre évidemment, notamment en location de courte durée. Abonnement, hein, tout ce qui va être eau, électricité, internet, Netflix même, hein, si vous le proposez dans la location, pourquoi pas. Les assurances qui sont liées à votre activité de location de courte durée, donc par exemple l'assurance PNO. Frais de gestion et de comptabilité, donc par exemple comme les frais d'adhésion HD2M, mais ça inclut aussi tout ce qui va être frais de ménage, gardiennage, conciergerie, agence ou autre. Frais de déplacement, si vous vous déplacez pour donner les clés à vos locataires, il y a un barème aussi pour ça. Si vous avez investi et qu'il reste un emprunt encore sur le bien, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Éventuellement, également les frais d'acquisition sont déductibles, mais là ça marche seulement peut-être si vous avez déclaré une date de début d'activité qui correspond à la date d'achat du bien. Globalement, ce n'est qu'un exemple, hein. La liste évidemment est assez importante. Donc ça, typiquement, après, c'est vraiment à la carte, hein. Tant que c'est une dépense qui est vraiment liée à l'activité, elle peut être déductible. Donc ça, généralement, le montant de toutes ces dépenses déductibles, ça permet de réduire déjà de manière assez drastiquement le montant imposable. Et ensuite, il y a un autre mécanisme de déduction qui vient s'appliquer, c'est l'amortissement en fait du logement, des travaux et du mobilier. Alors l'amortissement, globalement, c'est un mécanisme qui est propre au régime réel de la location meublée. Et pour le présenter simplement, c'est un mécanisme qui est là pour tenir compte de l'usure naturelle de votre bien au cours du temps, donc que ce soit le bien lui-même, le logement, le mobilier qui s'y trouve, évidemment les travaux que vous avez faits. Alors la logique de l'amortissement, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est que chaque élément qui compose votre bien, a une valeur. Alors parfois qui va être sur sa valeur vraiment réelle, typiquement votre mobilier, bah, on additionne la valeur du mobilier et puis du coup ça nous donne la valeur du mobilier. Pour le logement, on fonctionne par composants, donc chaque composant, toiture, électricité, étanchéité, aménagement intérieur, gros œuvres et par terrain, en fait, est tout simplement la valeur de chacun de ces composants est calculée par rapport à une fraction de la valeur du bien. Il y a différents tableaux d'amortissement comme ça qui ont été mis en place par l'administration fiscale. Là, typiquement, vous pouvez les retrouver vous-même ou si vous êtes accompagné d'un spécialiste, évidemment, il pourra dire à quel tableau et à quel standard eh bien, de quel standard vous relevez. Globalement, une fois qu'on connaît la valeur du mobilier, la valeur de chaque composant, la valeur des travaux, on leur applique une durée d'amortissement qui est variable. Par exemple, pour le mobilier, c'est 5 ans. Donc, c'est très simple. Si la valeur du mobilier dans le bien que vous louez, c'est de 5 000 euros, 5 000 euros divisé par 5 ans d'amortissement, ça fait 1 000 euros. Eh bien, tous les ans, pendant 5 ans, vous pouvez retrancher 1 000 euros au titre de l'amortissement du mobilier. Pareil pour les locaux, là, dans ce cas-là, ça a été une durée d'amortissement plus longue, hein, ça va faire généralement une moyenne sur 30-33 ans. Et les travaux, pareil, ça va généralement faire une moyenne sur une dizaine d'années. Mais globalement, vous pouvez tout amortir à une exception qui est une partie de la valeur du logement qui correspondra à la part terrain. La part terrain n'est pas amortissable tout simplement parce que par principe, le terrain ne s'use pas vraiment au cours du temps, hein. Il ne demande pas à être réparé ou autre. Donc dans ce cas-là, cette part-là ne sera pas amortissable. Mais pour tout le reste, eh bien, c'est tout simplement on prend la valeur, la durée d'amortissement et on voit ce qu'on peut déduire chaque année au titre de l'amortissement. Et ça, généralement, eh bien, quand ce mécanisme-là, on le couple avec celui de la déduction des dépenses faites pour les besoins de l'activité, généralement, on arrive assez facilement à diminuer bien plus efficacement qu'au régime microbique son montant imposable, voire à l'écraser totalement. Évidemment, par contre, vous vous en doutez, puisque eh bien, cette fois-ci, l'administration fiscale vous demande de déduire toutes les dépenses que vous avez faites, de déduire votre amortissement, ça vous demande plus d'obligations comptables, puisque justement, là, les calculs
sont plus compliquées et surtout eh bien, vont vous demander de tenir une comptabilité pour être en mesure que ce que vous déduisez eh bien, c'est valable. Donc, il va falloir être en mesure de prouver évidemment toutes les déductions que vous faites, de prouver vos dépenses sur facture, de prouver que le calcul de l'amortissement que vous avez fait évidemment eh bien, comment dire, est dans les clous. Voilà. Donc, forcément, par rapport au régime microbique, eh bien, le régime réel vient avec un lot d'obligations qui est un peu plus important, avec une complexité qui est quand même un peu plus présente. Ces obligations, elles vont être évidemment, comme je vous le disais, comptables. Il faudra tenir une comptabilité, donc ce qui veut dire un bilan, compte de résultats, tableau d'immobilisation et amortissement, fichier d'écriture comptable. Et ça va vous demander notamment au niveau déclaratif une étape supplémentaire, puisque si vous êtes actuellement au régime microbique ou si vous y étiez, bah, vous le savez, hein, au régime microbique, on se connecte comme pour faire sa déclaration de revenus personnels, on va sur le fameux formulaire 2040 de CPRO, on remplit son montant de recettes dans la case, les cases éventuellement s'il y a plusieurs biens qui sont loués de différentes manières, et puis c'est terminé. Au régime réel, ce qui va vous être demandé, ça va être d'établir ce qu'on appelle une liasse fiscale. Donc cette liasse fiscale, elle devrait être établie en amont de votre période de déclaration d'impôt, avec une date limite entre début et mi-mai à peu près. Et une fois que vous aurez télétransmis cette liasse fiscale, eh bien là, il faudra à nouveau faire votre déclaration comme d'habitude. Et dans le formulaire 2042 CPRO, cette fois-ci, il faudra reporter non pas votre montant de recette, mais le montant qui figure sur votre liasse fiscale. Donc ça vous demande une étape supplémentaire, à savoir générer et télétransmettre une liasse fiscale. Alors évidemment, dit comme ça peut paraître un petit peu compliqué, un petit peu affolant. Rassurez-vous, c'est aussi pour un peu simplifier et fiabiliser ce processus-là que des sociétés comme JD2M existent. Donc n'hésitez pas évidemment, si vous voulez bénéficier un peu du côté optimisation fiscale du régime réel, sans forcément vous dire que ça va vous prendre beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie ou générer beaucoup de stress chez vous pour être sûr que vous avez fait les bons calculs, vous pouvez bien évidemment choisir de nous rejoindre pour qu'on puisse vous accompagner sur ce sujet-là et que vous gardiez finalement que le bon côté, à savoir eh bien, un allègement de votre imposition. Justement, je parle d'allègement de l'imposition, encore une fois, c'est de la théorie. Donc là, on va rentrer un petit peu dans la pratique, on va faire une petite étude comparative ensemble, on va faire deux petites études de cas qui vont nous permettre eh bien, déjà d'illustrer vraiment le fonctionnement de chacun de ces régimes, microbiques et réels, et aussi de nous assurer que justement leur fonctionnement est bien clair pour toutes et tous. Mais justement, est-ce qu'avant qu'on rentre là-dedans, ne serait-ce que sur l'aspect un peu théorique, est-ce que, Frédéric, il y a des questions? Il y en a quelques-unes, hein. Alors, j'en ai relevé parmi les dernières, notamment sur le régime réel et ce qu'on peut déduire. Est-ce que, par exemple, la taxe foncière, la taxe d'habitation sont déductibles? Est-ce que c'est des charges déductibles? Alors, la taxe foncière, oui, parce que j'en dirai évidemment bien plus de détails quand on parlera des taxes, mais très brièvement. La taxe foncière, oui, parce qu'en fait, la taxe foncière, elle est liée à la propriété du bien, et comme le bien va être lié à l'activité de location, ça fait que la taxe foncière est déductible. Par contre, la taxe d'habitation, elle n'est pas déductible parce que c'est une taxe qui n'est non pas liée, qui est liée en fait à la faculté de jouissance du bien. Par contre, dans certains cas, elle ne sera pas due. Mais quand elle sera due, elle ne sera pas déductible. Je donnerai beaucoup plus de détails là-dessus tout à l'heure. Et sur le microbique, donc, on ne peut rien déduire. En fait, sur le microbique, vous ne pouvez rien déduire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le microbique et le réel, c'est tout simplement l'administration fiscale, très logiquement. D'ailleurs, ça ne vaut pas que pour les locations meublées, ça vaut pour tout, même pour votre déclaration de revenus personnels. L'administration fiscale considère que forcément, le- tout ce qui rentre dans votre poche, finalement, bah, il y a une certaine partie, ça tombe pas vraiment dans votre poche. C'est des frais de la vie courante, c'est des frais liés à votre activité. En fait, simplement, le microbique, c'est que l'administration fiscale vous propose de vous mettre d'accord. C'est globalement, euh, je t'embête pas avec de la comptabilité compliquée, et en échange, je te propose eh bien, qu'on se mette d'accord sur un taux d'abattement qui est censé tenir compte de tes dépenses courantes, de ton amortissement. On est d'accord, on se serre la main, bons amis, 30%, enfin avant 50, maintenant 30 pour les meublés non classés. Et voilà, c'est un peu en fait une position, c'est un peu le statu quo, c'est personne embête personne et on se met d'accord sur ce qu'on appelle un abattement forfaitaire, donc un forfait fixe. Le régime réel, c'est l'inverse, c'est cette fois-ci, le loueur peut déduire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut, donc c'est le même principe de déduction qu'au microbique, sauf que forcément, cette fois-ci, il n'est pas limité par un abattement forfaitaire, c'est à lui de faire sa compta. En échange, forcément, l'administration fiscale, elle est obligée de se montrer un petit peu plus, comment dire, enfin de surveiller un petit peu plus, puisqu'elle doit vérifier tout ce qui est déduit. Donc, on ne peut pas faire microbique plus déduction. En fait, la déduction du microbique, c'est comme celle du réel, sauf qu'elle est, l'arrangement, c'est, elle est plafonnée, elle est forfaitaire, elle est fixe, et comme ça, en échange, on ne fait pas de compta. Donc, on ne peut pas faire les deux. C'est ou fixe ou bien à la carte, mais dans ce cas-là, avec un peu plus de,
comment dire, de contrôle de l'administration fiscale, mais souvent beaucoup plus d'intérêt aussi du point de vue de l'optimisation fiscale pour les loueurs. Ok. Il y avait une question sur l'obligation d'ailleurs de la taxe d'habitation, mais on y viendra tout à l'heure sur les taxes d'habitation. J'en dirai plus sur la taxe Ah, d'habitation tout à l'heure, promis. on y vient tout à l'heure. Et une question sur, alors oui, au niveau des revenus, est-ce qu'on peut séparer les revenus de la location et les revenus des petits déjeuners, par exemple? Alors, ça va dépendre. En principe, non. Ça veut dire que le déjeuner, si vous le fournissez, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, vous le fournissez dans le cadre de la location. Donc, quand les gens réservent en fait chez vous, quand ils réservent le bien, même si le petit déjeuner, vous le proposez ou pas en supplément, généralement, ça va être compris dans le prix de la location globale. Ça fait l'objet d'un seul paiement. Donc, oui, ce sont des recettes de location meublée parce que le petit déjeuner, il est fourni en fait dans le cadre de l'activité de location. Très bien. Maintenant, on peut continuer. Hugues, je vois votre question qui est quand même assez précise sur un bien personnel avec un bail commercial à votre SARL. Ça, c'est le genre de question typique. On a besoin de plus d'éléments. Donc, je vous invite à envoyer un mail à Baptiste. Il affichera le contact en fin de session. Et n'hésitez pas, tout le monde, si vous avez des questions, même individuelles, à les poser ou à envoyer un mail. Et, je vois pas d'autres questions a priori. J'espère pas en louper des questions sur le sujet là dont il est question entre microbique et réel. Donc, Baptiste, si tu souhaites, on peut Ouais, continuer. je vais continuer. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, c'est pas parce que on a fait le tour des questions sur chez maintenant que je ne pourrai pas reprendre de questions sur ces sujets-là à la fin. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, évidemment, posez-les quand même. C'est pas voilà la période pour poser des questions sur le régime microbique ou le régime réel n'est pas terminée. Et puis maintenant, plus le droit d'en poser, évidemment. Je vous propose donc qu'on fasse un petit peu, entre guillemets, enfin, de la théorie pratique, parce que la meilleure pratique, c'est celle qui correspond à votre situation. Mais là, évidemment, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, on va quand même essayer de mettre un petit peu de pratique dans tout ça. Donc, pour illustrer les différences finalement de fonctionnement et bien illustrer cette question de forfaitaire d'un côté, des charges et amortissements déductibles de l'autre. On prend donc un appartement de 30 mètres carrés. Donc là, c'est vraiment un cas d'école. Un appartement de 30 mètres carrés, 350 000 euros, loué comme un meublé de tourisme, 14 000 euros par an. 28 000 euros de frais d'acquisition, 4 500 euros de charges annuelles, 3 500 euros de dépenses de mobilier pour meubler le bien. Si on prend la première colonne, microbique 50%, donc ce qui correspond aujourd'hui à une location comme un meublé tourisme classé, on a nos 14 000 euros de recettes, 50% d'abattement, donc 7 000 euros d'abattement, pas de charges, pas de frais d'acquisition, pas d'amortissement déductible, puisque justement c'est ce qui est compris dans l'abattement, un résultat imposable à 7 000 euros, et une imposition à 3 402 si on part sur la base globalement la plus courante, à savoir TMI à 30% et les prélèvements sociaux à 18,6. Ce qui veut dire que sur 10 ans, eh bien pour 140 000 euros de recettes, notre loueur aura quand même payé un peu plus de 34 000 euros d'impôts. Et son cash flow, donc pour rappel, la notion de cash flow, c'est chaque année, donc c'est sur l'année, on prend les recettes, on enlève les dépenses, on enlève l'imposition et on regarde ce qui reste. Donc ça nous fait un cash flow à peine inférieur à 6 100 euros par an. Si on prend la colonne du milieu, microbique à 30%, là c'est exactement le même principe, sauf que ce serait pour un meublé de tourisme non classé. Toutes les étapes sont les mêmes que précédemment, simplement forcément, il y a plus de 30% d'abattement, donc il y a plus de résultats imposables, plus d'imposition. Évidemment, bah, ça se ressent au bout de 10 ans avec plus de 47 000 euros d'imposition sur 10 ans. Et qui dit plus d'imposition dit forcément moins de cash flow, donc un cash flow qui est aux alentours des 4 700 euros. Maintenant, si on prend la colonne du réel, alors c'est important de le préciser pour le réel, classé ou non classé, aucune différence dans la fiscalité vraiment des revenus de location meublée. On part de nos 14 000 euros de recettes. Cette fois-ci, on n'a pas d'abattement, évidemment. C'est le principe du régime réel. On va commencer par enlever les charges de l'année. Donc, nos 4 500 euros de charges annuelles, on les enlève. Ensuite, on va pouvoir enlever les frais d'acquisition. 28 000 euros. Bon, bah là, déjà, normalement, on sera en négatif. Il faut encore qu'on enlève l'amortissement du logement et du mobilier. Je vous passe les détails du calcul, estimé ici à 8 750 euros. Donc, on n'a pas de résultat imposable. Et là, on se dit, il est à zéro. Il devrait même être en fait complètement en négatif. Ce qui fait que sur l'année, déjà, on ne paye pas d'impôt, puisque 30%, 18,6% de zéro, ça fait zéro, mais surtout, on n'en paiera pas pendant au moins 10 ans. Pourquoi pendant au moins 10 ans? Eh bien, tout simplement, vous l'avez vu, on a plus de déductions que de recettes. Ces déductions-là, qui sont en excédent, elles ne sont pas perdues. Quand on a trop de dépenses déductibles, elles créent ce qu'on appelle un déficit. Ce déficit, il est utilisable pendant 10 ans sur les bénéfices de l'activité de location meublée. Donc en fait, si l'année d'après, eh bien, on se retrouve, on génère plus de recettes, du coup on se retrouve avec une activité bénéficiaire, eh bien, on va pouvoir utiliser son déficit pour réduire finalement le résultat de l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5, avec ce qui nous restait de l'année 1 qu'on n'a pas pu déduire. Ça, c'est pour les charges déductibles.
Pour l'amortissement, c'est la même chose, simplement que l'amortissement ne crée pas de déficit. Ça s'appelle de l'amortissement reportable. Lui, il est reportable sans limite de durée. Donc, autrement dit, vous pouvez même l'utiliser dans 20 ans. C'est le même principe, simplement que pour les dépenses, on parle de déficit. Pour l'amortissement, on parle d'amortissement reportable. Mais dans les faits, à part une durée de vie différente et un ordre d'imputation différent, c'est le même principe. Ce que vous n'avez pas pu déduire parce que vous étiez déjà à zéro une année, vous pouvez l'utiliser les années suivantes. C'est pour ça que notre loi, dans cet exemple-là, en fait, il ne paye pas d'impôt pendant au moins 10 ans. Et donc, au bout de 10 ans, eh ben, il se retrouve à 0 € d'impôt. Et il lui reste même encore un déficit de 20 500 € parce qu'il n'aura pas encore pu tout écouler. Alors, sachant que si vous terminez l'activité sans avoir pu tout écouler, bah, c'est pas grave, vous n'aurez juste pas payé d'impôt et c'est pas plus mal. Donc vous en doutez forcément, quand on ne paye pas d'impôt, bah, ça fait exploser le cash flow et il est cette fois-ci à 9 500 € par an. Donc il est évidemment bien supérieur aux deux comment dire, cas de figure du régime microbique. Alors me direz-vous, à raison, ça c'est un peu un cas d'école, on part en plus, on déduit les frais d'acquisition parce qu'on part du principe que c'est un investissement et puis en plus, moi peut-être que, j'aime bien quand même puisque c'est une résidence secondaire pouvoir, me rendre dans le bien. Or j'ai entendu dire qu'au régime réel, il y avait non déduction au prorata si j'occupe ma résidence secondaire moi aussi de temps en temps. C'est pour ça que j'ai préféré aller au microbique parce que ça me fait un peu peur. Donc évidemment, là, on va prendre un autre exemple qui est un peu plus proche de la réalité. C'est vraiment un logement qui n'a pas fait l'objet d'un investissement, qui est peut-être un logement de famille, donc il n'y a pas de question de frais d'acquisition déductibles. Et c'est un logement qui est occupé une partie de l'année par son propriétaire. Donc là, par exemple, à peu près 6 semaines par an. Et le reste du temps, il est ouvert à la location. Il faut bien comprendre que quand on occupe soi-même, par exemple, sa résidence secondaire dans le cadre du régime réel, les périodes de non-déduction les périodes pardon, de présence où vous allez être présent sur les lieux, donc où vous ne le louez pas et que vous l'utilisez pour vous-même, évidemment, ça va entraîner une non-déduction des charges et de l'amortissement au prorata de votre présence sur les lieux. Attention, c'est au prorata de votre présence sur les lieux. Donc, si vous êtes présent 6 semaines et que le bien est mis en location tout le reste de l'année, donc les 46 semaines restantes, bah, vous déduisez les charges et vous l'amortissez sur les 46 semaines restantes. S'il n'y a pas une question de faut qu'il soit en fait disponible à la location, même si en fait il n'est pas réservé 100% du temps, c'est pas grave. On va juste enlever les périodes dans lesquelles vous êtes présent, pas les périodes dans lesquelles il n'est pas loué, uniquement la présence sur les lieux. Donc, si on prend notre déduction, enfin notre cas ou avec un propriétaire donc, qui occupe son bien 6 semaines par an. On garde une valeur de logement de 350 000 euros, 12 000 € de recettes annuelles, 4 000 € de charges annuelles, 3 500 € de dépenses de mobilier. Les deux premières colonnes, vous les reconnaissez, c'est le microbic. Alors, l'avantage du microbic dans cette situation, c'est que l'abattement, c'est toujours le même qu'il y a de l'occupation personnelle ou pas. Donc voilà, 12 000 € de recettes. Dans le microbic à 50%, ça fait 6 000 € d'abattement. On retrouve le même calcul, 6 000 € de résultats imposables. TMI à 30%, prélèvements sociaux à 18,6, un peu moins de 3 000 € d'impôts, et ainsi de suite. Donc pareil pour les colonnes à 50 et 30%, c'est la même chose. Pour le réel, vous le voyez, donc les charges, en principe, on a 4 000 € de charges annuelles. En fait, on peut en déduire que 3 580, puisqu'il y a 6 semaines d'occupation personnelle. On pourrait avoir 8 750 € d'amortissement, on n'en a plus que 7 831. Donc là, effectivement, on n'arrive pas à complètement à mettre le résultat imposable à zéro. Par contre, on se rend compte que quand même, on le réduit beaucoup plus que dans le cadre des deux régimes micro, puisqu'on se retrouve avec un résultat imposable à 589 euros. Donc, on paye des impôts, même quand on a occupé son bien 6 semaines dans l'année, et bien que sur 589 euros, ça fait 286 € d'impôts. Donc, fatalement, encore une fois, on a quand même une imposition, que ce soit sur l'année, sur 10 ans, et bien qui est bien plus faible, et donc un cash flow qui est bien plus élevé. Il faut bien comprendre. Alors là, on a pris une durée de 6 semaines. Évidemment, il y a des cas dans lesquels on se dit, ah bah oui, mais moi j'aimerais bien, il y a une année où je vais 2 semaines dans ma résidence secondaire, et puis l'année d'après, peut-être que j'aurai envie d'y aller 3 mois. Globalement, il faut bien comprendre qu'en fait, il y a un effet de balancier. Parce qu'on se dit, bah oui, mais plus je vais occuper ma résidence secondaire, moins je vais pouvoir déduire. Donc moins je vais pouvoir déduire de charges, moins je vais pouvoir déduire d'amortissement, pardon. C'est tout à fait vrai. Sauf qu'en réalité, tout cela se compense. Pourquoi? Parce que l'année où vous occupez très peu votre résidence secondaire, généralement, vous la mettez plus en location, donc vous faites plus de recettes, et finalement, vous avez très peu de déduction pro rata. Donc vous avez plus de recettes et vous avez plus de charges et d'amortissements à déduire. Si l'année d'après, vous allez beaucoup plus occuper votre résidence secondaire,
vous aurez certes moins de charges et d'amortissements à déduire, mais du coup, tout le temps d'occupation, vous ne l'aurez pas mis en location, donc vous aurez aussi moins de recettes de location. Donc, il y aura, le montant de recettes à réduire sera moindre. Donc, c'est aussi l'avantage un peu de ce régime réel, même quand il y a de l'occupation personnelle, c'est qu'en fait, il va un peu suivre l'usage que vous faites du bien. Plus vous l'occupez, moins vous le louez, donc moins vous générez de recettes. Donc, même si vous ne pouvez pas enlever toutes les charges et tout l'amortissement, bah, généralement, vous allez quand même plus ou moins retomber sur vos pieds. Donc ça, c'est important, bien évidemment, de le garder à l'esprit si vous occupez votre résidence secondaire. Ça ne veut pas dire occupation personnelle n'est pas forcément incompatible, voire même pas du tout incompatible avec le passage au régime réel. Bien évidemment, comme je vous le disais, je ne cesserai de vous répéter, tout ça c'est la théorie, la vraie pratique c'est ce qui correspond à votre situation et bien à vos données, si je puis dire, personnelles, hein, à votre usage personnel, aux caractéristiques de votre bien et autres. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre simulateur qui vous demandera toutes les informations nécessaires pour vous apporter cette fois-ci une réponse qui sera vraiment 100% personnalisée, à savoir est-ce qu'il vaut mieux que vous restiez au régime microbique ou que vous passiez au régime réel. On va maintenant passer, eh bien, on va sortir, enfin, on va rester quand même bien dans le thème de la fiscalité, mais on va sortir vraiment des régimes fiscaux purs et durs et on va passer aux deux statuts dont il est possible de relever quand on fait une activité de location meublée, du moins au statut d'entrepreneur individuel, à savoir le statut de LMNP et celui de LMP, donc autrement dit loueur en meublé non professionnel d'un côté et loueur en meublé professionnel de l'autre. Baptiste, ah, Oui. comme on change de rubrique, je me permets, il y avait quand même dans les questions sur la différence entre régime réel et régime réel simplifié. Est-ce qu'il y a des différences importantes? Alors, le régime réel, donc effectivement par abus de langage qu'on pourrait appeler le régime réel normal ou effectivement le régime réel tout court par rapport au simplifié. Alors, le régime réel vous demande encore plus en fait d'obligations déclaratives et comptables. Il faut savoir que le régime réel vraiment non simplifié, c'est vrai que par abus de langage, moi je parle de régime réel, il faut comprendre le régime réel simplifié en fait. Depuis tout à l'heure, je vous parle du régime réel simplifié, c'est vrai que j'aurais dû y faire attention parce qu'en fait, le régime réel normal, il se croise très rarement parce qu'il devient obligatoire passer, si je ne dis pas de bêtises, cette année, 840 000 euros de recettes. Donc on est quand même sur des montants bien plus élevés. Ça va être le même principe, hein, tout ce que je vous ai expliqué, c'est le même principe. Ça va juste vous demander encore un petit peu plus d'obligations comptables et déclaratives, mais généralement, la plupart des loueurs qui louent un, 2, 3, enfin un certain nombre de biens, parce qu'il faut quand même aller chercher les 840 000 euros de recettes pour être obligé d'être au régime réel normal, vont relever du régime réel simplifié. Donc c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle en réalité du régime réel simplifié. J'en suis navré, j'aurais dû le préciser. Ouais, pas de souci. Il y avait aussi sur ce qui peut être déduit dans le régime au réel, hein, si on fait des travaux soi-même, nous demande Brigitte, je crois. Donc en fait, tout dépend si vous avez des factures ou des justificatifs, tout simplement. Bien sûr, les travaux soi-même, vous pouvez donc notamment facturer eh bien, toute la matière première, tout ça, vous pouvez effectivement déduire tous vos achats de matières premières pour vos travaux, évidemment sur facture, sur justificatif. D'accord. Il y avait une question de Stéphane sur les amortissements d'un bien qu'il possède depuis plus de 10 ans. Alors, je pense que ça, c'est une question en fait qui fait plutôt, enfin, on peut amortir. Alors, si la question c'est j'ai un bien depuis plus de 10 ans, est-ce que je peux quand même l'amortir? Bien sûr. Vous pouvez, on prend dans ce cas-là la valeur. Quand on passe du microbique au réel, il y avait un peu une controverse fiscale sur le sujet, mais apparemment ça a été tranché par l'administration fiscale. Donc maintenant, quand vous passez du régime microbique, puisque je suppose que peut-être monsieur est loué au régime microbique, si vous passez du microbique au réel, on prend la valeur de votre bien au jour du changement de régime et on calcule les amortissements sur cette valeur-là. Et vous pouvez amortir, il y a pas de problème. Eh ben, c'est parfait, ça répond en même temps à la question de Valérie. Je vois qu'il y a pas mal de questions là sur ce qui peut être déduit ou pas, mais je vais peut-être te proposer quand même de continuer, Baptiste. Je les enregistre ces questions. Si on a le temps à la fin, j'y reviendrai. Effectivement, si on a le temps, sinon, évidemment, si vous avez un peu une liste de dépenses pour lesquelles vous n'êtes pas très sûr, sachant que, comme je l'ai dit, la liste, en fait, elle est il n'y a pas, pour ce qui est de dépenses, il n'y a pas une loi ou un décret ou un texte qui fait 15 pages et qui vous dit tout ce que vous pouvez déduire. En fait, c'est vraiment à l'appréciation, évidemment, en étant guidé par un comptable, c'est mieux pour éviter, pour être sûr que votre appréciation, elle est quand même conforme à ce que
prévoit l'administration fiscale, mais en fait, toutes les dépenses pour les besoins de l'activité. Donc, si vous avez vraiment une question, une liste de dépenses pour lesquelles vous avez un doute, n'hésitez pas à envoyer un mail justement à nos conseillers. Ils sauront vous dire ça oui, ça non, ça c'est pro rata, ça c'est un barème, par exemple, pour les frais kilométriques ou autre. Mais généralement, toutes les dépenses pour les besoins de l'activité sont déductibles. Parfois, pas forcément en totalité, mais généralement, c'est très très large, hein. C'est justement l'avantage, c'est que c'est très adaptable. Et tout ce qui concerne Donc, la taxe oui, d'habitation, on y revient après. ouais. Je vous propose maintenant qu'on parle des statuts LMNP et LMP, donc loueur meublé non professionnel, loueur meublé professionnel. Ça, souvent, il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là, de savoir si, eh bien, est-ce que je suis LMNP ou LMP. Alors, il faut savoir que le texte, hein, comment dire, le texte officiel, c'est l'article 155 du Code général des impôts. L'article 155 du Code général des impôts, il définit les conditions pour être loueur meublé professionnel, et donc, à contrario, il définit dans quel cas on est LMNP, puisque tant qu'on ne coche pas les cases pour être LMP, on est fatalement LMNP. Donc, pour savoir si vous êtes LMNP ou LMP, il faut regarder premièrement en fait votre montant de recettes annuelles. Pour être LMP, il faut remplir deux conditions. Il faut que vos recettes annuelles de location meublée, quel que soit le mode de location confondu, soient supérieures à 23 000 euros, quel que soit le mode de location et quel que soit le nombre de biens, supérieur à 23 000 euros, mais également d'un montant supérieur aux autres revenus d'activité du foyer fiscal. Si vos recettes de location sont inférieures à 23 000 euros, ou si, certes, elles sont supérieures à 23 000 euros, mais sont inférieures à vos autres revenus d'activité, dans ce cas-là, vous êtes LMNP. Pour les autres revenus d'activité, c'est à peu près tout. Salaire, pension, rente viagère, tous les BIC qui ne sont pas de la location meublée, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants associés, sauf attention les revenus fonciers, donc par exemple les revenus issus d'une activité de location vide, eux ne sont pas pris en compte. Sinon, c'est à peu près tout le reste. Petit exemple, très brièvement pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde, et aussi pour illustrer le fait que, attention, l'évaluation en fait des montants de revenus d'activité et de recettes locatives meublées, ça se fait à l'échelle du foyer fiscal, dont tous les membres partagent obligatoirement les mêmes statuts. Donc par exemple, si on prend notre petit tableau, si on prend la première ligne au cas de monsieur, monsieur a une activité de location meublée qui génère 40 000 euros de recettes locatives. 40 000 euros, c'est supérieur à 23 000 euros. Pour savoir si monsieur est LMNP ou LMP, il faut donc aller regarder ses autres revenus d'activité. Ils sont de 20 000 euros. Monsieur, il a donc des recettes locatives qui sont à la fois supérieures à 23 000 euros et à la fois supérieures à ses autres revenus d'activité. Donc il est LMP. À la ligne d'en dessous, on prend le cas de madame. Madame, on voit qu'elle génère 15 000 euros de recettes locatives. Dans ce cas-là, madame, elle est LMNP automatiquement, même si ses autres revenus d'activité sont à zéro, peu importe, parce qu'en fait, elle fait moins de 23 000 euros de recettes locatives, donc elle est LMNP automatiquement. Par contre, si monsieur et madame se marient, bon, bah là, on cumule tout. Ça nous fait 55 000 de recettes locatives, c'est supérieur à 23 000 euros. Il faut regarder les autres revenus d'activité, 50 000. On a donc des recettes locatives supérieures à 23 000 euros, supérieures aux autres revenus d'activité. Monsieur et madame sont donc LMP. Alors, il y a un certain nombre de petites différences, évidemment, qui concernent les statuts LMNP ou LMP. Ce qui est important, et notamment il y en a un qui est particulièrement important en location de courte durée, aussi parce que justement la frontière est beaucoup plus perméable et beaucoup plus poreuse que sur d'autres choses, c'est la question du paiement des charges sociales. En principe, quand on fait de la location meublée, il y a deux possibilités. Ou bien on paye les prélèvements sociaux, qui sont maintenant à 18,6%, ou bien on paye les cotisations sociales. Alors là, c'est tout le temps un peu variable, mais généralement, ça représente 35 à 40% du montant imposable. En principe, le principe veut que tant qu'on est LMNP, donc non professionnel, on paye les prélèvements sociaux, et quand on est LMP, donc professionnel, on paye les cotisations sociales. Sauf que justement, je viens de vous le dire, et bien sûr, dans ce domaine-là, la frontière, elle est plus poreuse qu'il n'y paraît, parce qu'il y a un cas de figure dans lequel, même en étant loueur meublé non professionnel, on peut se retrouver à payer les cotisations sociales. Et vous me voyez venir, c'est justement quand on fait de la location meublée de courte durée. Donc, c'est littéralement le sujet qui nous occupe. Donc, les cotisations sociales en location meublée, on les paye forcément quand on est loueur en meublé professionnel, mais également quand on est un loueur en meublé non professionnel qui exerce une activité de location meublée de courte durée et pour qui cette seule activité de location meublée de courte durée, donc à l'exclusion des recettes de longue durée s'il y en a, génère plus de 23 000 euros. Donc attention à ne pas confondre avec les 23 000 euros du statut LMNP ou LMP. Ces 23 000 euros du statut LMNP ou LMP, c'est l'ensemble des recettes de l'activité, alors que pour les cotisations sociales, c'est uniquement les recettes de courte durée. Et dans ce cas-là, si on se retrouve dans cette situation, on a deux possibilités pour payer les cotisations sociales. Ou bien c'est en vertu du régime de la SSI. Ça, ce sera pour tous les LMP, ils n'ont pas le choix. Ils relèvent de la SSI et les LMNP en relèvent en principe.
Dans ce cas-là, votre montant de cotisation, il sera calculé sur votre revenu imposable, donc qui sera déterminé par le régime fiscal que vous avez choisi. Attention, parce que vous serez peut-être tenté de vous dire, bah oui, mais dans ce cas-là, si grâce au régime réel, j'ai un revenu imposable à zéro, bah en fait, je ne paye pas de cotisation. Évidemment, dans ce cas-là, si vous avez un revenu déficitaire ou nul, vous avez quand même un montant de cotisation minimum qui est à payer, qui varie chaque année, mais qui est aux alentours des à peu près 1 200 euros. Vous pouvez également, lorsque vous êtes à l'MNP, choisir sur option, non pas de relever du régime de la SSI, mais du régime général des cotisations de la sécurité sociale. Ce sera possible uniquement si vos recettes locatives sont inférieures à 67 700 euros. Dans ce cas-là, le calcul sera fait différemment. Ce sera plus calculé sur votre revenu imposable. Ce sera calculé sur la base de votre chiffre d'affaires, moins un abattement de 60% si vous louez un meublé de tourisme non classé, 87% si c'est un classé, et même moins une franchise de 23 000 euros la première année. Donc la première année, on fait chiffre d'affaires moins abattement moins franchise. Les années suivantes, c'est seulement chiffre d'affaires moins abattement. Le mieux dans ce cas-là, c'est de vous rendre sur le site évidemment de l'URSSAF qui a mis en place un outil d'estimateur de cotisation et qui permettra, bien tout comme le simulateur de JT2M pour le régime fiscal le plus favorable, permettra de déterminer ce à quoi vous devez vous attendre ou quel est le mode de calcul de cotisation qui vous est préférable aussi par rapport au régime dont vous souhaitez relever. Dernier point sur ce sujet-là aussi, avant de passer à la question des taxes, c'est un petit arbre de décision pour vraiment vous aider ou que vous puissiez aider un ami qui se pose la question et qui n'aurait pas assisté à ce webinaire, à savoir si on est LMNP ou LMP et donc si on paye les cotisations sociales ou les prélèvements sociaux. Première question à vous poser, c'est est-ce que je suis loueur meublé professionnel? Si la réponse est oui, bon bah c'est pas plus compliqué. On paye les cotisations sociales au régime de la SSI. Si la réponse est non, je ne suis pas loueur meublé professionnel. Autrement dit, je suis non professionnel, donc LMNP. La deuxième question, c'est est-ce que je fais de la location saisonnière? Donc, location saisonnière, location courte durée, c'est la même chose. Si la réponse est non, c'est sûr qu'on paye les prélèvements sociaux. Si la réponse est oui, je fais de la location de courte durée, la troisième question à se poser, c'est est-ce que je réalise plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires uniquement grâce à mon activité de location saisonnière? Si la réponse est non, je paye les prélèvements sociaux. Si la réponse est oui, dans ce cas-là, je paye les cotisations sociales avec ou bien au régime de la SSI ou sur option au régime général, comme je viens de l'expliquer. Dernier point maintenant, et peut-être Frédéric, je me doute qu'il y a peut-être des questions là-dessus, mais pour être sûr aussi d'être bien dans les temps, je te propose qu'on parle quand même des taxes d'abord, et ensuite je prends toutes les questions sur ces sujets-là, si ça te convient. Très bien. Parfait. Les taxes, j'y viens, vous les connaissez, je pense qu'il y en a un certain nombre. Alors, petit panorama des taxes qu'on rencontre quand on fait de la location courte durée. Évidemment, je n'ai pas oublié la TVA, je vous en parle juste après. Taxe foncière, taxe d'habitation, CFE, taxe sur le logement vacant, taxe de séjour. Je vous propose déjà qu'on se dispense de la taxe de séjour et taxe sur le logement vacant. Pourquoi? Taxe sur le logement vacant, la location meublée n'est pas concernée, qu'elle soit de courte ou de longue durée, donc évidemment, il n'y a pas de sujet. Taxe de séjour, vous la connaissez, mais ce n'est pas une taxe vraiment à proprement parler pour vous, puisque vous la collectez en fait pour la commune, vous n'en êtes qu'un relais, voir si vous louez par des plateformes, généralement ce sont les plateformes qui les collectent. Ce qui nous laisse avec la taxe foncière, la taxe d'habitation, la CFE. Bon, la taxe foncière, vous la connaissez généralement, liée à la propriété du bien immobilier, revalorisée, enfin calculée chaque année par les communes. La seule chose à savoir sur cette taxe, que de toute façon on paye, qu'on fasse de la location meublée ou pas, ou même de la location vide ou pas d'ailleurs, à partir du moment où on détient un bien immobilier, on paye une taxe foncière, c'est qu'au moins, quand vous faites de la location meublée, elle est déductible dans le cadre du régime réel, elle est déductible de votre revenu imposable. La CFE maintenant, vous la connaissez aussi, la fameuse cotisation foncière des entreprises. Pareil, on la paye quand on fait de la location meublée, cette fois-ci courte ou longue durée, ça ne change rien. Deux choses à savoir sur cette CFE. Premièrement, elle est également déductible de vos revenus de location meublée. Deuxièmement, quand on fait de la courte durée, effectivement, elle est calculée sur la base d'un certain nombre de facteurs par les communes, donc la valeur locative du bien, votre chiffre d'affaires, un taux voté par la commune. Il faut savoir que ce montant de CFE, on ne le sait pas toujours, mais il est plafonné. Normalement, il y a ce qu'on appelle la CFE ne peut pas représenter plus que 1,531% de la valeur ajoutée de votre activité. Alors là, ça prendrait des heures à vous expliquer le calcul en détail. On a des articles très bien faits sur le sujet ou des podcasts très bien faits sur YouTube, le YouTube de JD2M qui vous l'explique. Mais sachez que éventuellement, si vous payez de la CFE et que vous avez l'impression que les montants sont élevés, vous pouvez en fait demander des dégrèvements parce que parfois les montants de CFE qu'on vous demande sont supérieurs en fait à ce plafond de 1,531% de la valeur ajoutée. Et si c'est le cas, eh bien dans ce cas-là,
vous pouvez demander un dégrèvement à l'administration fiscale. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ce sera un remboursement. Généralement, ce qu'on vous proposera, c'est tout simplement d'imputer la différence sur vos appels de CFE des années suivantes. Mais voilà, sachez-le, sur la CFE, ça c'est un gros surlocation de courte durée. Évidemment, si vous nous rejoignez, on aura aussi nos comptables spécialisés qui pourront vous aider à faire vos demandes de dégrèvement parce que c'est quand même un formulaire spécifique. Mais en tout cas, voilà, ça c'est 2 informations sur la CFE. Dernière chose, la taxe d'habitation. Je l'avais promis. Donc, la taxe d'habitation. En principe, maintenant, pour la location, pour les résidences principales, on ne la paye plus. Donc, on ne paye plus la taxe d'habitation pour sa résidence principale. On ne paye pas non plus, il n'y a pas de taxe d'habitation non plus pour les logements qui sont loués sur la longue durée, puisqu'en principe, c'est les locataires qui devraient la payer. Mais comme c'est leur résidence principale, ils ne la payent pas. Donc, ils nous laissent la fameuse THRS, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Là, il y a 2 cas de figure. Cette taxe d'habitation, comme je disais tout à l'heure, elle est liée à la jouissance du bien, non pas à la propriété, non pas à l'activité. Donc, on doit la payer quoi qu'il arrive, elle n'est pas déductible. Ce qui va faire qu'on la paye ou pas, c'est que vous ayez la capacité de jouir de votre bien pendant l'année. Qu'est-ce que c'est que la jouissance du bien? Ça veut dire si à un moment vous avez bloqué des périodes dans le calendrier de réservation, par exemple si vous passez par une plateforme ou par une agence et que vous avez bloqué des périodes, l'administration fiscale considère que vous faites un usage personnel du bien parce que vous ne l'avez pas laissé ouvert à la location. Que vous y mettiez vraiment les pieds ou pas, c'est pas ça la question. C'est simplement vous avez eu la possibilité d'en jouir. Dans ce cas-là, vous devez payer la taxe d'habitation. Le seul moyen de ne pas la payer, c'est que vous soyez en fait en mesure de prouver que vous n'aviez pas la jouissance du bien pendant la totalité de l'année. Donc ça va être par exemple en montrant que vous avez passé un mandat de gestion exclusif avec une agence, qui montre bien que du coup c'est l'agence qui gérait le bien, vous n'avez pas eu la possibilité de vous y rendre. Éventuellement, ça peut se prouver en produisant en fait tous les calendriers de réservation, montrant que le bien a été réservable toute l'année. Attention, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il a été réservé 365 jours sur 365, mais il faut qu'il a été disponible à la réservation 365 jours sur 365. Donc ça, c'est très important. Donc la taxe d'habitation, on doit la payer si on se réserve des moments d'occupation personnelle, même si au final on n'y met pas les pieds, et elle n'est pas déductible dans ce cas-là. Dernier point là, TVA, cette fameuse taxe sur la valeur ajoutée. En principe, la location meublée, elle en est exonérée, c'est l'article 261 du code 264D du Code général des impôts. Mais quand on fait de la location de courte durée, on peut retourner dans le champ de la TVA si on propose 3 des 4 services de part hôtellerie, que sont la fourniture du petit déjeuner, l'accueil, le nettoyage et la fourniture de linge. Tant qu'on n'en propose pas 3 des 4, pas de problème. Alors jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de sujet pour les lois en meublé, tout simplement parce que les prestations de nettoyage et de fourniture de linge, elles étaient considérées, l'administration fiscale, hein, quand je parle de ça, c'est l'administration fiscale évidemment, considérait qu'elles n'étaient accomplies que quand il y avait renouvellement de la prestation. Donc par exemple, on considérait que la prestation de ménage, elle devait être considérée comme effectivement accomplie si vous repassiez dans le logement pour faire le ménage alors que vos locataires étaient toujours présents. Pareil pour le linge, où vous fournissiez à nouveau du drap, du linge. Généralement, c'est beaucoup plus rare en location de courte durée. Généralement, le ménage est fait à l'arrivée dans les lieux, le linge, il est prévu, il est fourni et il n'y a pas renouvellement de séjour. Ce qui fait que finalement, il y avait très peu de loueurs qui cochaient en fait ces prestations, 3 de ces 4 prestations par hôtelière. Or, en fait, la doctrine fiscale, elle a changé entre 2024 et 2025. Donc, ça, c'est vraiment un changement qui s'est fait à petits pas, qui a été besoin de plusieurs commentaires au BOFIP, le fameux bulletin officiel des finances publiques, pour être clarifié. Alors, je vous passe évidemment toute la chronologie des événements. Mais en fait, le changement, c'est que maintenant, pour les prestations de fourniture du linge et de ménage, pour les séjours de 5 nuitées ou moins, on considère que, enfin l'administration fiscale considère que à partir du moment où le linge est fourni à l'entrée dans les lieux et où que le ménage est fait à l'entrée dans les lieux, ces prestations-là, elles sont accomplies. Donc, pour les séjours de 6 nuitées ou plus, c'est comme avant. Pour qu'on considère que vous remplissez la condition de fourniture de linge, il faut qu'il soit fourni à l'arrivée et qu'ensuite il soit renouvelé. Pour 5 nuitées au moins, il suffit qu'il soit fourni à l'arrivée. On considère que la prestation par hôtelier est accomplie. Pour le ménage, pareil. Si vous avez fait le ménage à l'arrivée dans les lieux des locataires, généralement c'est le cas, dans ce cas-là, 5 nuitées au moins, on considère que la prestation de ménage elle est accomplie. À partir de 6 nuitées ou plus, eh bien, il faut proposer le renouvellement pour éventuellement remplir cette condition. Donc attention pour les courts séjours, parce que puisque généralement les locataires arrivent dans des logements propres avec du linge fourni, ça fait déjà 2 prestations sur 4. Donc, ce qui fait que si on accomplit une des deux qui reste, à savoir petit déjeuner ou accueil de la clientèle, eh bien, on se retrouve dans le champ de la TVA. Je rappelle, accueil de la clientèle, le seul moyen d'y échapper, c'est la boîte à clés sans laisser le choix d'une alternative d'accueil physique. À partir du moment
où vous proposez un accueil physique, remettre les clés en main propre, ou ne serait-ce que le choix entre un accueil physique et un dispositif électronique comme une boîte à clés, eh bien, dans ce cas-là, l'administration fiscale considère que le fait de laisser le choix suffit pour caractériser la prestation d'accueil de la clientèle. Le petit déjeuner, bon, bah, c'est pas très compliqué, il suffit de ne pas le fournir, donc il ne faut pas ni le proposer, ni en faciliter la commande, ni fournir des moyens qui permettent de commander ou de réserver de manière particulière. S'il y a juste un distributeur automatique ou si c'est le client qui commande tout seul ou qui se débrouille tout seul, dans ce cas-là, évidemment, pas de TVA. Donc attention, et là, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous sont en train de se dire, ah bah moi j'accueille mes clients, j'ai parfois des séjours longs, parfois des séjours courts. Effectivement, pour ces séjours courts, je vais me retrouver en fait dans le champ de la TVA. Évidemment, quand on se retrouve à devoir payer la TVA, ça ne veut pas forcément dire, enfin, quand on n'est plus exonéré de TVA, ça ne veut pas forcément dire qu'on va la payer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on se met assujetti à la TVA, il y a 3 régimes fiscaux. Le régime de la franchise en base, le régime réel simplifié et le régime réel normal. Attention, hein, c'est pas lié au régime réel simplifié, régime réel normal de l'imposition des revenus. Ça a le même nom, mais c'est pas lié les uns avec les autres. Et en fait, le premier régime de TVA, en fait, qui est accessible de droit, c'est le régime de la franchise en base. Ce régime de la franchise en base, il dit que tant que vos recettes assujetties à TVA sont inférieures au seuil de franchise, qui est encore aujourd'hui à 85 000 euros, eh bien en fait, vous n'avez pas de déclaration à faire et pas de TVA à payer. Donc, généralement, bon, ça peut s'atteindre évidemment les 85 000 euros, mais en fait, même si vous avez des séjours de plus courte durée, sachant qu'encore une fois, hein, ce seuil de recettes de 85 000 euros, c'est même pas les recettes de toute votre activité, ce serait uniquement les recettes assujetties à TVA. Donc, si vous avez des locations de 6 jours, puis après une location de 3 jours, puis une location de 8 jours, puis une location de 2 jours, on prend les recettes que de la location de 3 jours et de la location de 2 jours parce que c'est celles-là qui vont faire que vous aurez plus de chances d'être assujetti à TVA dessus. Donc, globalement, tant qu'on a un seuil de franchise très haut à 85 000 euros, il y a très peu de loueurs pour qui ça va changer quelque chose. La très, très grande majorité d'entre eux vont passer de activité exonérée à activité relevant de la TVA, mais ne devant pas la payer puisque en dessous du seuil de franchise. Donc, dans les faits, ça ne va pas changer grand-chose. C'est quand même un point à suivre avec un petit peu de vigilance. Il y a eu 2 ans de suite des questions sur est-ce que ce seuil de franchise en base de TVA serait diminué. La loi de finances 2025 parlait de 25 000, celle de 2026 parlait de 37 500. Finalement, ça n'a pas bougé. Alors, évidemment, on n'a pas de boule de cristal pour savoir si ça ne bougera pas un jour ou l'autre, mais évidemment, il faut le surveiller. Mais il faut bien comprendre que les enjeux en fait du régime de la franchise en base de TVA, ça touche pas uniquement la location meublée, en fait, ça touche toutes les activités assujetties à TVA. Donc c'est un très très gros sujet, un très très gros débat, et forcément ça déchaîne un petit peu les passions quand on touche à ce seuil de franchise, notamment si c'est pour le diminuer. Donc voilà, pour l'instant, pas d'inquiétude, il est à 85 000 euros et pour beaucoup, ça ne devrait finalement pas changer grand-chose, mais évidemment, prudence. Juste avant de passer aux questions, dernier rappel, si vous avez déjà suivi des webinaires que je fais, vous y êtes habitué, mais je vous le rappelle, si vous n'avez pas immatriculé votre activité, faites-le, c'est obligatoire, c'est pas un mythe. Vous pouvez vous aider des guides qui sont au besoin présents sur le site de JD2M. Je vous rappelle, c'est une table gratuite qu'on fait sur le site de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Il faut bien penser à le faire. Évidemment, notamment si vous êtes au régime réel, parce que c'est la date d'immatriculation, donc la date en fait finalement de début d'activité qui va donner en fait le point de départ de la déduction des charges et de l'amortissement. Je le rappelle, l'immatriculation, le numéro d'immatriculation, ce fameux enregistrement auprès de l'INPI, n'est pas à confondre avec l'enregistrement que éventuellement vous devez faire auprès de votre mairie, qui vous délivre également un numéro d'enregistrement. C'est pas la même chose. Et certes, d'un côté, vous avez un SIRET qui ressemble à votre numéro d'enregistrement, mais ce n'est pas la même chose, donc pensez bien, il faut bien obtenir votre numéro de SIRET pour votre activité de location meublée. Dernier point enfin, Frédéric, vous l'avez annoncé, je passe très rapidement dessus. Ok. Ouais, Et on passe j'en ai vraiment ouais, ouais. pour une petite minute. Si vous souhaitez nous rejoindre eh bien, pour découvrir nos offres, vous pouvez le faire. On a 3 offres. Donc, vraiment, pour ne pas vous prendre plus de temps, vous pouvez utiliser le QR code. Vous pouvez aller sur notre site pour les découvrir. Elles vous donnent chacune accès à différents services d'accompagnement. À chaque fois, nos conseillers seront là pour vous aider. 2 informations par rapport à ces offres. On a un code promo, donc ADOC, qui fait référence évidemment à l'agence de développement de l'Occitanie ADOC 15, qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur le montant de chacune de ces offres. Et en ce moment, on a une offre promotionnelle, c'est que si vous souscrivez à l'offre essentielle entre le 13 mars et le 29 mars, eh ben, vous gagnerez en plus une carte cadeau de 90 euros que vous pourrez utiliser globalement, et bien, notamment par exemple pour meubler votre bien.
J'en ai terminé sur ce point. Je vous rappelle l'adresse pour nous écrire, contact@jedéclaremonblé.com pour nous poser toutes vos questions. N'hésitez pas à aller sur notre site, sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, nous retrouver sur des applis de podcast. On a beaucoup de contenu, évidemment, pour vous informer. Ils sont tous évidemment gratuits. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre directement un rendez-vous sur le site de JD2M. On a un onglet de prise de rendez-vous, vous le trouverez très facilement. Et ça va vous permettre justement de eh bien, caler un moment où vous êtes sûr d'être disponible et pendant lequel vous aurez toute l'attitude pour échanger avec un ou une de nos conseillers ou conseillères spécialisés qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions, éventuellement de vous accompagner dans la suite de l'aventure. Et sur ce, eh bien, si tu le souhaites, Frédéric, on peut maintenant Oui. passer, s'il nous reste quelques Alors, on a déjà dépassé de 5 secondes. minutes, mais c'est pas grave. Je vous propose quand même de garder encore même 10 minutes de plus s'il faut pour des questions, parce qu'il y a pas mal de questions qui concernent tout le monde et qui étaient très intéressantes. Pour gagner du temps, je vous ai déjà lancé le petit sondage dont on parlait en début de séminaire. Donc, c'était pour en savoir un petit peu plus sur le régime fiscal que vous avez. Et puis, cet atelier, est-ce qu'il vous a été utile pour seulement vous informer, anticiper les déclarations? Enfin, oui, je vois que vous répondez déjà rapidement aux questions. J'ai déjà 95%, 96% de réponses, donc je vais mettre tout de suite fin au sondage, comme ça on va déjà voir les résultats. 97%, je partage les résultats. Donc, je sais pas, je pense que vous le voyez, Baptiste, on le voit, c'est ça? Donc la grande majorité d'entre vous, les trois quarts, hein, vous êtes au microbic. Ok, donc on espère qu'en tout cas ça vous a été utile et je vois surtout pour anticiper vos prochaines déclarations et évaluer la pertinence de conserver ou changer votre régime fiscal. Très bien, j'arrête le partage et je reviens sur les questions. Alors, on revient en arrière. La Baptiste finissait sur la TVA. Moi, je rappelle que la TVA, le taux, c'est 10%. C'est pas forcément une punition, surtout si vous venez d'investir énormément et que vous récupérez une TVA à 20% sur vos achats, vous allez être en crédit de TVA. Ça peut vous aider à démarrer dans de meilleures conditions. Donc, c'est pas forcément, comme je dis, une punition. Il y a une question d'Hélène. Est-ce que le ménage et le linge sont en option? Si le ménage, pardon, et le linge sont en option pour un gîte, est-ce que ça fait partie des critères quand même ou pas? Alors en option, c'est-à-dire est-ce que en gros les locataires ont le choix de l'amener ou je suppose que c'est ça. Oui. Enfin, Parce que ça, ouais. Alors apparemment, si je comprends bien la question d'Hélène, elle ne le fournit pas, mais le locataire peut demander en option, une option payante, et dans ce cas-là, c'est fourni. dans ce cas-là, si c'est fourni, ouais, ce sera alors si c'est fourni donc en début de séjour, la prestation sera considérée comme accomplie uniquement pour les séjours de 5 nuits au moins, parce que pour les séjours de 6 nuitées ou plus, elle ne serait quoi qu'il arrive considérée comme accomplie que s'il y avait en plus renouvellement pendant la durée du séjour. Il y a une autre question aussi, si ce linge ou le ménage sont inclus dans le prix de la location, sur quelle base se calcule le montant de la TVA? Ah, alors ça, dans ce cas-là, bah, généralement, il vous sera demandé en fait de chiffrer Bah, en fait, non, pardon, non, non, bah non, je vous dis une bêtise. Ce sera en fait les recettes de location qui seront assujetties à TVA, puisque toute l'activité de location, en fait, sera considérée comme de l'activité par hôtelière. Ouais. Alors, CFE, on a répondu. Alors, toute une série de questions sur les amortissements. Sur Mhm. l'amortissement, peut-être que ça vaudrait le coup de repréciser comment se calcule l'amortissement immobilier et sur le mobilier. Il y a des questions, si on a hérité du bien, est-ce qu'il est possible de faire des amortissements? Est-ce qu'on peut amortir un bien sans pour autant l'inscrire comme un bien professionnel et le laisser en nom propre? Voilà, ça c'était la série de questions sur les amortissements. Alors, je vais essayer de faire rapidement. Donc, ça va peut-être enlever quelques détails, mais est-ce qu'on peut amortir un bien dont on a arrêté? Oui, on peut amortir les biens. Donc, pour essayer de le faire rapidement. Pour les valeurs d'amortissement retenues, bon, bah, pour le mobilier, c'est pas très compliqué, c'est le prix du mobilier. Voilà, on additionne le prix du mobilier. Ça marche aussi si c'est du mobilier d'occasion, hein. Dans ce cas-là, il faudra aller chercher en fait sur un site comme Le Bon Coin le prix de pièces d'immobilier qui seraient équivalentes, à peu près équivalentes, dans une qualité équivalente. On fait une capture d'écran du prix et on l'utilise pour justifier le prix qu'on retient pour le mobilier et pour ensuite amortir le prix du mobilier. Pour le logement, comme j'ai dit, en fait, ça fonctionne par composants. Donc, on partira de la valeur du logement et on dira, voilà, la toiture, par exemple, le terrain, c'est 20%. Bon, bah, ça, on ne le prend pas en compte. Les aménagements intérieurs, c'est 7%. Je vous dis des valeurs un peu comme ça. Le gros œuvre, c'est 40%.
En fait, ça, c'est le principe. Donc, en fait, on déduira la valeur d'amortissement de chaque composant par rapport à la valeur du bien, sachant qu'il existe en fait en location meublée 5 standards d'amortissement, ce qui varie en fait selon le prix au mètre carré de votre bien. Et du coup, ces standards d'amortissement, ils vont allouer une part différente à la part terrain. Donc la part terrain qui n'est pas amortissable, qui va représenter 10, 15, 20, 25 ou 30% de la valeur totale du logement. Et en fait, forcément, selon dans quel standard d'amortissement vous êtes, selon ce que vaut la part terrain, ça fait un petit peu bouger à chaque fois le pourcentage de valeur des autres, puisque selon si la part terrain représente 10 ou 30%, il reste 90 ou plus que 70% de la valeur à allouer. Donc ça va après changer les montants d'amortissement, enfin les pourcentages d'amortissement pour chaque composant. Ça, vous pouvez retrouver ces tableaux-là. Alors, ou bien si vous avez envie de vous casser un petit peu la tête, enfin ça dépend si votre niveau de compétence là-dessus, vous pouvez aller chercher sur le BOFIP ou chez l'administration fiscale. Vous pouvez aller sur le site de JD2M. J'ai écrit récemment un article sur les tableaux d'amortissement. Vous en aurez un exemple qui, je pense, déjà vous donnera une bien meilleure idée. Enfin, ça pourrait vraiment vous faire une idée plus précise. Voilà. Et sinon, évidemment, vous pouvez en discuter avec nos comptables. Ils se feront une joie de vous aider sur ce point-là. Mais je vous renvoie peut-être vers l'article que j'ai écrit encore il y a quelques temps. Je pense que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Ok. Sur les plafonds, 23 000 euros pour le meublé, 12 496 euros pour une chambre d'hôte, nous dit Rémi. Donc, est-ce que le plafond Alors, peut varier? Ah ouais, alors 12 496 euros. En fait, la question de Rémi, elle fait écho en fait à l'assujettissement aux cotisations sociales pour les chambres d'hôtes. Pour les chambres d'hôtes, on disait pour les LMNP qui font du meublé de tourisme, enfin qui font de la location de courte durée, au-delà de 23 000 euros de recettes, on paye des cotisations sociales. Pourquoi est-ce que là, on nous parle de 12 496? Oui, c'est ça, ouais, 12 496 euros. C'est parce que pour les chambres d'hôtes, en fait, le seuil d'assujettissement aux cotisations sociales est différent. Ce n'est pas les 23 000 euros, c'est 13% du fameux PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce 13% du PASS, aujourd'hui, ça correspond à du coup la moitié, donc 6 248 euros. Donc pourquoi est-ce qu'on nous parle de 12 496? Parce qu'on se dit 12 496 moins 50% d'abattement au microbic pour les chambres d'hôtes, ça fait 6 248. Ça marche si vous êtes au microbic. Si vous êtes au réel, ça va être différent parce que du coup, en fait, c'est votre résultat fiscal sera calculé différemment avec la déduction des charges et de l'abattement. Et donc oui, effectivement, les conditions d'attribution enfin les conditions de paiement des cotisations sociales pour les chambres d'hôtes sont un petit peu différentes. Pareil, pour le détail, je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit encore une fois assez récemment sur le site de JD2M. Vous aurez ces chiffres-là, mais effectivement, c'est une bonne remarque, même si là, elle parle précisément du cas où on serait dans le cadre du régime microbique pour les chambres d'hôtes avec l'abattement à 50%. Ok. D'ailleurs, il n'y a pas de préconisation d'être au réel ou au microbique parce que ça s'adapte, c'est chaque cas particulier. Mais peut-être on peut repréciser, Baptiste, que sur le site de JD2M, il y a un évaluateur, un auto-évaluateur. Il y a un simulateur en fait qui vous permettra de répondre à cette question sur la base bien, justement de tous les éléments qui sont pertinents, valeur du bien, est-ce qu'il y a eu des travaux, valeur du mobilier, quel type de location vous pratiquez. Et en fait, le simulateur, sur la base de ça, va vous dire si finalement il vaut mieux être au microbique parce que vous aurez assez peu de déductions et que finalement il vaut mieux prendre les 30 ou 50% d'abattement forfaitaire, ou si par rapport aux informations que vous avez renseignées, le total d'amortissement et de charges déductibles sera quand même beaucoup plus intéressant et vous incitera à passer au régime réel. Je vous invite vraiment, comme je vous le disais, hein, prenez pas le côté, même si le régime réel est plus avantageux dans à peu près 85% des cas, ça ne veut pas dire qu'il l'est pour vous. Donc, utilisez un simulateur parce que ça ne sert à rien de passer au régime réel si ce n'est pas voilà, la bonne situation. Enfin, si vous n'êtes pas dans une situation qui vous permettrait d'en profiter pleinement. Le but, c'est pas de vous faire aller au réel les yeux fermés. Le but, c'est que vous choisissiez le réel parce que c'est plus intéressant pour vous. Alors, deux questions qui se rejoignent. Si on a un gîte qui est au réel ou une chambre d'hôte au microbique ou inversement, est-ce qu'il faut que les deux soient sur le même régime? À partir du moment où ils sont sur la même activité, vous allez devoir avoir le même régime fiscal. Ok. Ensuite, donc ça, j'ai traité. Si on ferme le bien pendant une période, l'hiver, est-ce que c'est considéré comme une occupation personnelle? S'il n'est pas possible je suppose que c'est par rapport à la taxe d'habitation. Oui. Alors, par rapport à s'il est pas ouvert à la location pendant une période, l'administration fiscale pour la taxe d'habitation considérera que vous vous le réservez pour l'occupation personnelle, même si c'est pas le cas. Ça oui. Par contre, ce ne sera pas considéré comme de l'occupation personnelle
pour le calcul éventuellement du prorata de l'amortissement et des charges déductibles. Là, dans ce cas-là, il faudra vraiment déclarer les périodes pendant lesquelles vous avez été précisément dans le bien, même s'il n'a pas été loué avant et après que vous ne l'avez pas ouvert à la location. Donc, c'est deux choses différentes. Mais pour la taxe d'habitation, oui, ce sera considéré. En fait, ce n'est pas de l'occupation personnelle, c'est comme de la jouissance du bien. Vous avez la possibilité d'en jouir. Alors, une question, est-ce que les questions posées auront une réponse écrite sur un site, s'il vous plaît? Alors, on n'a pas prévu de faire ça. Par contre, je le rappelle à tout le monde, cette session est enregistrée et le replay sera disponible dès demain sur le site du CRT. Je vais vous remettre le lien là dans le chat pour que vous puissiez accéder au replay directement dès demain. Je continue sur les questions, Baptiste? Peut-être oui, si vous Ouais. avez, je peux tout à fait comprendre une petite réponse. Alors, si vous voulez des réponses écrites, il y a deux possibilités. Ou bien vous les envoyez en utilisant l'adresse contact, je déclare mon blé, comme ça, il y a un ou une de nos conseillers qui pourra vous répondre par écrit. Ou bien, si vous avez envie à l'écrit, vous pouvez aller vous amuser à naviguer sur le site de JD2M. On a un moteur de recherche qui fonctionne plutôt pas mal avec des mots-clés. Vous risquez quand même, avec tout ce qu'on a écrit ces derniers temps, de trouver quand même des articles qui pourront très largement répondre à vos questions. Si vous n'aimez pas les articles, j'ai aussi enregistré beaucoup de podcasts et pas mal de vidéos. Vous pouvez les retrouver sur YouTube pour les vidéos et les podcasts, mais également sur les plateformes d'écoute. Et pareil, il risque d'y avoir quand même pas mal d'éléments qui pourraient quand même vous permettre d'avoir une réponse. Alors, les deux dernières, hein, on va devoir s'arrêter. Donc, les deux dernières questions, il y en a une sur le SIRET. Est-ce que c'est obligatoire? Et en particulier, si on a déjà un SIRET à dominance agricole, est-ce qu'il faut en avoir un nouveau en LMNP? Alors, SIRET obligatoire dans tous les cas, oui. Oui, à partir du moment où vous faites de la location meublée, même si c'est votre résidence principale un week-end par an, location meublée. C'est gratuit, je le rappelle, hein. Si vous utilisez nos guides, si vous avez peur, utilisez-les si vous avez peur de vous tromper. Ça vous prendra une demi-heure, hein. C'est gratuit, l'immatriculation SIRET. C'est juste pour être en conformité avec l'administration fiscale. Vous risquez pas forcément de sanctions, mais c'est bien juste d'être en conformité avec ces obligations, tout simplement. SIRET à dominance agricole. Alors, je pense, en fait, ce qui va vous faire, c'est que là, on parle de SIRET. À mon avis, il faut plutôt parler de sirène, en fait. Vous allez, à mon avis, la première fois que vous recevez un SIRET, en fait, vous recevez à la fois un sirène et un SIRET. Donc là, je pense que, en fait, madame a un numéro de sirène. Elle doit avoir à côté un SIRET pour une activité agricole. Il va lui falloir, du coup, même avec le même numéro de sirène, en fait, cette fois-ci, créer une nouvelle activité et elle aura un numéro de SIRET pour son activité de location meublée. Par contre, elle gardera son numéro de sirène qui, lui, en fait, est unique. Petite chose, alors, j'essaie de faire par rapport évidemment au contenu de la question, notamment si la question, alors j'extrapole un peu, mais si c'est par rapport à une activité de chambre d'hôte, parce qu'éventuellement dans les activités de chambre d'hôte, on peut après avoir des rattachements dans certains cas à des activités agricoles, là ça pourrait être un peu différent, mais bon. Malheureusement, j'ai pas assez d'infos pour donner une réponse précise. Donc, en principe, vous allez garder votre sirène. Il vous faudra juste un nouveau numéro de sirène pour votre bien meublé. De toute façon, on a un numéro de sirène par bien meublé. Même quand on en a plusieurs et qu'on fait que ça, c'est un sirène pour le loueur et après un sirène par bien meublé. Ok, et donc on arrive à la fin de ce webinaire. On termine peut-être avec une toute dernière question. Alors là, ça sort un tout petit peu de la fiscalité. C'est l'enregistrement en mairie. Est-ce que c'est bien en mai 2026 qu'il faudra faire la demande pour la déclaration? Alors, en fait, techniquement, vous pouvez même la faire dès maintenant. La loi Le Meur, en fait, a imposé maintenant donc ce fameux numéro d'enregistrement parce qu'avant, il y avait deux possibilités. Il n'y avait pas toujours besoin d'avoir ce fameux numéro d'enregistrement à faire figurer obligatoirement sur toutes les annonces de mise à location et à ne pas confondre du coup avec le numéro de SIRET. En principe, la loi Le Meur a mis comme deadline pour toutes les mairies le déploiement de ce service au 20 mai 2026. Qu'est-ce qui se passe si les mairies ne l'ont pas mis en place au 20 mai 2026? Je ne sais pas. Ça, malheureusement, je ne sais pas vous dire. Après, si ça se trouve, votre mairie l'a déjà mis en place. Donc là, c'est avec eux qu'il faut voir. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Généralement, vous allez sur les sites de la mairie où vous les appelez, ils sauront vous dire comment faire. Mais en principe, oui. C'est pas tant en fait le numéro qui est obligatoire à partir de 20 mai 2026, c'est les mairies qui doivent vous permettre d'obtenir ce numéro à partir du 20 mai 2026. C'est comme tout, quand on lance des mesures comme ça, il y aura certainement une période un petit peu de battement. Je l'avais déjà conseillé comme ça il y a 2 semaines, il me semble, parce qu'on avait déjà une question un peu équivalente. Si par hasard votre mairie a des difficultés à mettre en place ce service, si vous avez du mal, correspondez par mail, parce que comme ça, si vous avez des problèmes après avec des contrôles, vous pourrez montrer que vous avez essayé de tout faire dans les temps, que vous avez essayé vraiment de très bonne foi
d'appliquer en fait ce qui vous était demandé, et que si vous n'avez pas réussi, bah, c'est tout simplement parce que la mairie vous a pas permis d'accéder à un numéro, n'a pas mis en place ce dispositif-là, et donc bah, finalement, malgré tous vos efforts, vous n'avez pas pu y arriver. Mais du coup, correspondez par mail. Même si vous passez des coups de téléphone à côté, faites-vous confirmer les choses à l'écrit, ça vous protégera un minimum. Très bien, bah, merci beaucoup pour votre participation très active à tout le monde. Il y avait énormément de questions. C'est un peu frustrant, désolé de ne pas pouvoir répondre. On a bien conscience que là, il y avait une partie des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. En tout cas, merci Baptiste. Merci. J'en profite pour faire une petite pression parce que j'ai passé une dernière question qui parle d'une plateforme pour septembre 2026. Donc, si effectivement il y a Ouais. des questions sur la facturation électronique, évidemment c'est prévu, évidemment on y travaille et on a incessamment sous peu des solutions à proposer à ce niveau-là. Donc, pas d'inquiétude pour la facturation électronique. Évidemment, c'est prévu. Sinon, bien évidemment, merci de votre attention à toutes et à tous. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura voilà, permis d'en apprendre un peu plus ou beaucoup plus sur la fiscalité de l'activité de location de courte durée. Merci encore Frédéric pour ton invitation. Merci à tous. On fera un webinaire au passage hein, sur la facturation électronique. Donc, à bientôt sur nos prochains ateliers et encore merci à tous. À bientôt. Au revoir.